Il se fait rare et nous accorde le privilège de cette interview dans les locaux de Nestlé Suisse à la Tour de Paix. Lui, c'est Peter Brabeck, ancien grand patron de la multinationale. Peter Brabeck, bonjour. Bonjour, merci d'être avec vous. Elle ressemble à quoi votre vie aujourd'hui? Elle a changé profondément. Je dirais pendant 50 ans, j'étais un activiste. Et maintenant, je suis un investisseur pacifique, tranquille. Voilà, grande différence. Oui, il se dit que vous gardez une influence, une certaine influence sur l'économie, voire sur la politique en Suisse, c'est vrai? Pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas eu, depuis le 6 avril que je suis parti en retraite, je n'ai pas eu de contact ni avec la politique, même pas avec Nestlé, donc je suis vraiment retiré de ce côté-là. Bon, ici, on est au cœur physiquement de Nestlé. Je suis comme chairman emeritus, comme présidente emeritus. J'ai le droit d'avoir un bureau et une assistance, mais ça ne me donne pas le droit d'intervenir dans les affaires de Nestlé. Comment est-ce que vous la voyez, l'économie suisse, aujourd'hui? Je pense que l'économie suisse il se caractérise par une résilience extraordinaire. Si vous pensez de la manière comme la Suisse elle a passé les crises, les grandes crises pendant les années que j'étais là, j'étais toujours admiratif. Ces votations populaires qui vont contre les intérêts d'un certain pan de l'économie suisse, ça vous inquiète? Il faut dire que non. Moi, j'ai une grande admiration au peuple suisse parce que dans la plupart des décisions, il a toujours voté dans le bon sens pour le pays. De temps en temps, ça nous a fait mal. C'était surtout, je dirais, Minder, qui n'était pas très favorable pour la Suisse. Et ce n'est pas très favorable pour la Suisse. Mais par contre, il s'est donné une autre situation, que tout le reste des pays en dehors de la Suisse, ils ont fait des lois qui étaient encore pires que la loi Minder. Donc relativement, la Suisse est en sortie de nouveau bien. Mais quand vous regardez les résultats des référendums en général, moi je dirais, dans la grande majorité, le peuple a toujours voté dans le bon sens pour le pays. Donc vous pensez que le projet qui avait été préparé par les chambres sur la RE3 était pas le bon? Je ne peux pas, parce que franchement, pour être honnête, je ne me pas penché trop dans les détails de cette initiative, donc je n'ai pas une opinion là-dessus. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'il n'y a pas une espèce de mur qui se crée votation après votation entre le peuple et les élites économiques? Je n'ai pas la sensation qu'actuellement, c'était le cas, à mon avis, c'était le cas il y a encore 10 ans. Je pense que les dangers de la séparation de l'économie et du peuple étaient grands à cette époque-là. J'ai la sensation que ça s'est amélioré de nouveau. Ce qui se passe en Suisse, c'est que ce ne sont pas ceux qui ont les grands moyens qui gagnent les votations. Ce sont toujours ceux qui ont les meilleurs arguments. Et franchement, quand l'économie, si vous voulez, l'économie, il a perdu les votations, c'était parce qu'il ne savait pas de bons arguments. Donc l'économie se défend mal aujourd'hui. Elle n'a pas des bons L'économie relais se au défendait Parlement. très mal, à mon avis, dans les derniers 10 ans. L'argumentation n'était pas bonne, la communication n'était pas correcte à ceux qui en attendent aujourd'hui des partenaires. La plupart des fleurons suisses sont en mains étrangères. Vous avez été un des premiers non-suisses, entre guillemets, à la tête d'une grande entreprise. Aujourd'hui, à part Sergio Ermotti à la tête du BS, la plupart des grands chefs d'entreprise, que ce soit Novartis, Crédit Suisse et autres, sont étrangers. Est-ce que ça a un impact favorable ou défavorable? Le président de Crédit Suisse est quand même un Suisse aussi, donc il ne faut pas dire. Tandis que le président de la UBS est un Allemand. Donc, Crédit Suisse, il a aussi un président qui est suisse. Moi, la nationalité
du CEO, des présidentes, etc., dans ce monde aujourd'hui, ne joue pas un rôle tellement important. Vous avez acquis le passeport suisse? Non, non. Jamais? Pourquoi? Parce que je n'ai jamais acquis un passeport chilien où j'ai travaillé beaucoup d'années, ni de vénézuélienne. Parce que je suis autrichienne, je suis née autrichienne et je mourrai autrichienne. Et je ne pense pas, franchement, que pour ça, je n'ai pas défendu les intérêts de la Suisse. J'ai défendu la Suisse à l'extérieur avec une... Je dirais après qu'avec une véhémence que je n'ai jamais défendu l'Autriche. Pourquoi est-ce que justement vous êtes resté en Suisse après votre retraite, entre guillemets, vous n'êtes pas retourné en Autriche? Parce que je suis parti de la Suisse, de l'Autriche, en 1969. Ça fait longtemps. Deuxième, j'ai établi ici ma vie privée. J'habite à Verbier. Je suis vice-présidente du festival de Verbier. Je suis très engagé dans la commune. Chez mes investissements privés ici en Suisse. La fiscalité peut-être plus douce aussi. C'est quoi? La fiscalité peut-être plus douce en Suisse aussi. Non. Pas. Non. La fiscalité, la seule fiscalité qui est la plus douce ici, c'est franchement la partie des héritages. Mais si je regarde sur la fiscalité, il n'y a pas une grande différence, franchement. Est-ce que vous diriez que vous avez plus changé la Suisse ou que la Suisse vous a plus changé? Moi, je n'ai jamais changé la Suisse. S'il y a quelque chose, c'est la Suisse qui m'a changé à moi. Par exemple, ma vision de la vie politique, il a changé en Suisse. Avant, j'ai pensé que la démocratie directe, c'était plus un rêve qu'une réalité. La Suisse m'a convaincu que c'est peut-être le système le plus démocratique qui existe dans le monde. Aujourd'hui, vous diriez que le pouvoir en Suisse, justement, il est au Conseil fédéral ou il est chez Crédit Suisse, chez Novartis, chez Nestlé? C'est pas seulement en Suisse. Le pouvoir, il est toujours avec les politiciens. Sérieusement? C'est très clair. C'est en Suisse, c'est à l'extérieur, c'est toujours la même chose. Comme vous savez, un monsieur comme M. Maduro, qui est politicien, et qui décide que demain vous êtes nationalisé, qui a le pouvoir? Vous avez le pouvoir de dire on délocalise notre usine et toutes les places de travail sont perdues. Non, mais excusez-moi, lui, avec une seule décret, il ferme combien de usines? OK? Moi, je ne veux rien faire. Qu'est-ce qu'on avait pu faire quand Fidel Castro il a décidé de nous nationaliser? On avait une magnifique affaire à Cuba, et d'un jour à l'autre, on était en dehors. Qu'est-ce qu'il peut faire Crédit Suisse quand le gouvernement il décide dès que la quota de capital il doit être maintenant 16%, ou avant c'était 3 ou 4? Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Il peut faire simplement adapter. Donc, qui a le pouvoir? Il faut oublier de penser que le pouvoir, il est dans les entreprises. Le pouvoir, c'est toujours la politique. Et c'est bien comme ça. Simplement, je clarifie. Parce que la politique, c'est par définition le pouvoir. Toute la lutte politique, ça va qui a le pouvoir. OK? Ce n'est pas la lutte des entreprises qui fait plus de profit. Ce n'est pas le pouvoir. Emmanuel Macron, vous avez été un des premiers, d'ailleurs, à détecter même son talent. Vous l'avez connu dans la commission Attali. Qu'est-ce que vous avez perçu chez lui à l'époque? Emmanuel Macron, c'est vrai que je l'ai rencontré lorsque le président Sarkozy m'a demandé de participer dans la commission Attali pour renouveler la France un petit peu. Et Emmanuel Macron, c'était notre secrétaire. Il avait 26 ans, brillante dans ses pensées, brillante dans la manière comme il rédigeait les minutes, etc., les rapports, et avec une
capacité de travail qui était absolument impressionnante. Je n'ai jamais vu quelqu'un tellement dédié à une chose. Mais dans son cœur, il est politicien. Mais pourtant, vous aviez voulu l'engager à la direction de Nestlé France. Ou je me trompe? Pas seulement Nestlé France. J'aurais bien vu comme Chief Financial Officer du groupe Nestlé. Mais c'était après qu'il était dans la banque. Quand j'ai vu que ces capacités qu'il avait montrées dans la vie politique, il l'a répété franchement de manière surprenante, parce que c'est là que je l'ai découvert l'autre Macron, c'était le Macron banquier, avec qui on a fait pas mal des affaires. Et là, j'ai vu l'autre angle de lui. Aujourd'hui, un bon manager peut apprendre beaucoup de la politique. Quoi, par exemple? Mais par exemple, de comment gérer une idée que vous avez et la mettre en pratique. Dans le vieux système entrepreneurial, c'est un petit peu le système militaire. La pyramide, on donnait un autre anneau, c'était exécuté en bas. On attendait que c'était exécuté comme le service militaire. Ça, c'est terminé. Vous ne pouvez pas gérer aujourd'hui une compagnie de cette manière. Aujourd'hui, vous devrez avoir cette capacité de leadership. Ce n'est plus l'autre, c'est convaincre les autres que c'est le bon chemin. Et dans la politique, c'est tout comme ça. La politique, ce n'est autre chose que l'art de faire quelque chose. C'est un art. Et c'est ça que je pense que les entrepreneurs, ils doivent apprendre de la politique. Ce qui est paradoxal, c'est ce qu'on est en train de reprocher à Emmanuel Macron, c'est précisément d'être justement d'être pas assez conciliant, d'être trop dur, d'être trop managérial dans sa façon d'appliquer sa politique. Moi, je dirais pas managérial, mais sa vision de la présidence, c'est une présidence, je dirais, assez avec des activités assez directes et claires. Mais ce n'est pas managérial, c'est simplement une vision. Lui, je pense que si vous parlez de la présidence de la France, il la compare beaucoup plus avec celle des États-Unis que celle, par exemple, de l'Allemand ou de l'Autriche. Je ne parle pas de la Suisse, parce que la présidence en Suisse, c'est tout encore une autre chose. Mais quand vous regardez, lui, je pense, il voit plutôt la présidence style américain, hein? Donc responsable aussi de l'exécution, pas seulement de trucs. Et ça lui donne un petit peu cette manière. Mais, sinon qu'il laisse son contre-pouvoir. Hein. Le système américain fait qu'il y a quand même un fort contre-pouvoir des chambres. Il a aujourd'hui une situation qui est, je dirais, assez unique et que je ne pense personne, moi je n'ai jamais pensé qu'il était capable, dans un an, de créer un mouvement qui va devenir la majorité dans un parlement. Ça n'existe dans l'histoire, je pense que ça n'existe pas. Je suis convaincu aussi de mon époque, quand j'étais plus actif dans cette partie-là, qu'un grand parti des Français veut des changements. Mais il y a des structures et institutions qui bloquent toutes les initiatives, constamment et à propos. Et cet blocage, il est en train de l'éviter ou de chercher des chemins. Et c'est pour ça, je pense, la seule manière que la réforme sur le travail, ça va passer par ordonnance et pas par l'autre chemin qui serait plus démocratique. Mais les institutions françaises n'accepteront pas. Comment est-ce que vous expliquez, vous analysez a posteriori les qualités d'un jeune homme, hein, quand vous l'avez connu, il n'avait même pas 30 ans,
qui vous a convaincu de vouloir mettre plusieurs milliards de plus dans l'acquisition de la branche nutrition de Pfizer? Mais je dis de nouveau, il est brillant dans ses analyses et qui sont larges. Parce que même comme banquier, il n'analysait pas seulement les chiffres, ce qui fait normalement les banquiers, mais lui, il les mit toujours en contexte sur la situation politique, tant ici comme à l'extérieur. Comme il a cette expérience aussi internationale donc il a cette capacité qu'on ne trouve pas très rarement. Deuxième chose, il n'a jamais dit une chose qu'il n'avait pas bien réfléchi en avant. Donc ce n'était pas quelqu'un qui te vient avec des tas de papiers, etc. Et il t'essayait d'impressionner avec son intellect. Non, c'était toujours extrêmement bien réfléchi, avec de la discussion, des ajustements, d'écouter, etc. Et je pense que cette largesse de son savoir-faire, de son background culturel. Vous pouvez parler sur la histoire, vous pouvez parler sur la histoire politique, mais aussi la histoire économique. Vous pouvez parler avec lui sur la culture. C'est impressionnant comme vous savez quelqu'un qui était 27 ans, après 30 ans, et quand il était banquier, il était 33 ans, 32 ans. Il était large, et je me rappelle très bien que Rothschild, avec qui j'avais déjeuné seul, il m'a dit la même chose. Je suis impressionné de cet jeune homme qui a une largeur de savoir, il m'a dit, qui est presque supérieur au mien, en rigolant. Donc, non, c'était ça, c'est ça. Vous l'avez retrouvé chez d'autres hommes politiques en Suisse, par exemple? Oui. Moi, je ne suis pas très en contact. Je n'étais pas maintenant, mais même pendant le temps, il avait, je dirais, très rarement un conseiller fédéral qui m'avait invité. Ça passait. C'était intéressant, c'était plutôt des femmes qui m'ont invité à un petit groupe de réflexion, etc. Et voilà, donc je n'ai pas cette exposition dans le monde politique ici en Suisse. J'étais surtout conseiller en France. J'étais pendant 20 ans conseiller dans la politique autrichienne. J'avais le pape Franciscus qui m'a invité 2 jours au Vatican pour parler sur un nouvel modèle de capitalisme. Mais la Suisse, pas tellement. Vous ne diriez pas, comme André Koudelski, par exemple, il faudrait un Pierre Moudet, un jeune homme qu'on compare souvent à Emmanuel Macron, pour accéder au Conseil fédéral, par exemple? C'est facile à dire. On aimerait voir un Macron. Ce n'est pas facile de trouver un Macron. Donc, ça ne sert à rien. Il faut regarder ce qu'il y a et choisir entre les réelles possibilités, ce qui est le plus adéquat à une situation. Je pense que la Suisse, elle a besoin d'un renouvellement aussi politique. Je vois aussi que ce n'est pas une opinion qui est seulement la mienne. Je pense même que le Conseil fédéral réfléchit sur ça. Et qu'il faut une nouvelle génération, comme toujours, comme il a fallu chez Nestlé, comme il faut aussi au niveau politique, il faut un renouvellement. Donc une nouvelle génération, ça compte peut-être plus qu'une région comme le Tessin ou moi, je pense que c'est beaucoup plus important parce que je dis de nouveau, moi, je trouve cette idée de que parce que je suis
Tessinois, je dois être dans le conseil d'administration, conseil fédéral. Moi, je ne trouve plus, je ne crois pas, franchement, parce que ça sera dangereux, à mon avis. Parce que si un représentant d'une région, canton, okay, ils viennent au Conseil fédéral pour défendre les intérêts de la région d'où ils viennent. Ça ne sera pas un bon conseiller fédéral. C'est ça que je pense important. Plus important une nouvelle génération qu'une femme. Sentez-vous libre, hein, je suis journaliste, pas, pas femme d'abord. Non, non. Moi, je trouve que d'abord, c'est toujours la personne. Si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un mélange entre les deux, etc. Ça vient après, à mon avis. Ce qui compte, moi, de la même manière que je l'ai appliqué chez Nestlé. Regardez, nous sommes la compagnie qui a le plus de femmes dans le conseil d'administration. Okay? Mais il n'y a pas une seule de ces femmes qui sont dans le conseil parce qu'elles sont femmes. Chacune, il est là parce qu'il était vraiment exceptionnel dans sa carrière où il était avant. C'est ça le critère. Si ça c'est donc que c'est une femme, magnifique. Mais je pense que ça sera un grave faute de mettre quelqu'un parce qu'il est une femme, ou parce qu'il est un homme, ou parce qu'il est ni un ni l'autre. OK? Je vous remercie beaucoup, Peter Brabeck. C'est un plaisir. Merci beaucoup.